BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. 20h pile en ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Tech Co, bienvenue sur BFM Business. Vous le savez, comme chaque soir, nous allons passer 90 minutes ensemble. Tech Co, la quotidienne, c'est votre rendez-vous tech sur BFM Business et c'est un rendez-vous exclusif, bien sûr. Très heureux de vous retrouver. On est en direct à la radio, à la télé, et puis bien sûr les replays, les podcasts qui vous attendent. À noter que c'est la dernière semaine de Tech Co, la quotidienne, avant les vacances. Pour revenir, évidemment, dès le 25 août, on aura l'occasion d'en reparler. Avec ce soir, donc, dans Tech Co, la quotidienne, au sommaire, eh bien, on va parler de Nvidia qui, encore une fois, explose les plafonds et devient la plus forte capitalisation boursière devant Apple, avec quasiment 4 000 milliards de valos. C'est incroyable, c'est du jamais vu. On écoutera tout à l'heure aussi un tube généré par IA. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il cartonne sur Spotify. Et bien sûr, ça ouvre le débat du droit d'auteur. Et puis, je recevrai tout à l'heure la patronne de IN Group qui sécurise notre identité. Ce sont eux qui font la plupart des papiers d'identité. Évidemment, ils se digitalisent. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue, c'est parti pour Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Ce n'est pas encore les vacances pour Tech Co, la quotidienne, les amis. On est encore là pendant une semaine. Quel plaisir de vous accompagner. Et puis tiens, au passage, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Si vous en profitez, écoutez, regardez Tech Co alors qu'on est en vacances. Moi, je rêve de faire ça. Je rêve de faire ça. Même d'animer Tech Co alors qu'on est en vacances. Mais bien sûr, animer Tech Co en tongs, les pieds dans le sable. Franchement, il faudrait qu'on y arrive quand même. On a hâte de voir ça. Hein. On arrive. Oui, c'est vrai qu'on a hâte de voir ça. On n'est pas loin. Hein. Ça risquerait. Oui, c'est vrai. On s'en rapproche. Ce soir, pour débriefer l'actu, Frédéric Simotel, vous l'avez reconnu, bien sûr. Salut Fred. Bonsoir, salut à tous. Journaliste à BFM Business, à tes côtés, Nicolas Guyon. Nicolas, quel plaisir de te retrouver. Bonsoir, ravi d'être ici. Animateur du podcast Comptoir IA. S'il y a bien un spécialiste de l'IA, c'est bien Nicolas, les amis. Vous allez vous en rendre compte pendant l'heure qui suit. Et puis Jérôme Colombin, qu'on me présente. Salut. Salut camarade. Jérôme Colombin qui est journaliste tech et que vous pouvez écouter sur son podcast qui s'appelle Monde Numérique et que vous pouvez télécharger tous les jours. Voilà, écouter, télécharger, etc. etc. L'actu est quand même assez bouillante là, hein, alors que c'est les vacances, il y a plein de choses à raconter. C'est plutôt pas mal. On va évoquer d'ailleurs tout à l'heure justement l'IA dans les résultats de Google. Et c'est vrai que les éditeurs européens ne sont pas très heureux de ça. On parlera aussi de TikTok qui c'est un petit peu le ballon de la dernière chance pour TikTok aux US qui aimerait proposer une nouvelle version de l'application réservée aux États-Unis. Et puis plein d'autres choses. Mais pour débuter, parlons donc encore de ce record de Nvidia. Nvidia qui détrône donc Apple et qui devient l'entreprise la mieux valorisée de l'histoire. C'est énorme. Le géant des semi-conducteurs est à deux doigts d'atteindre 4 000 milliards de dollars de valo. On n'avait jamais vu ça. Et avant de miser sur l'IA, si on remonte un petit peu le temps, Nvidia au tout début, c'était le jeu vidéo. Ils fabriquaient des cartes graphiques pour les jeux vidéo. C'était une petite boîte qui intéressait que des geeks comme moi qui à l'époque voulaient acheter une carte graphique. GX-Force. Voilà. Et même avant, c'était les 3DFX. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur des ordinateurs qui tournaient avec des Pentium MMX. Là, ça ne nous rajeunit pas, les amis. Hein. Ah oui, je sais, c'est la claque. Je sais. Ah ouais. Et justement, il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Jensen Huang, qui était l'invité exceptionnel de Tech Co. C'était à l'occasion de Vivatech. Et on lui avait posé cette question. À quel moment il a eu le déclic de l'IA? On écoute sa réponse. C'était en 2010, 11, 12. J'ai entendu parler du deep learning, l'apprentissage profond. Certains chercheurs comme M. Loncone, Jeff Hanson, Andrew Hang et leurs équipes travaillaient sur le deep learning à l'époque. Et je me suis rendu compte que l'algorithme était très intéressant et que, porté à échelle, la puissance informatique et les données pouvaient nous permettre d'aller chercher des capacités importantes. Et donc, à cette époque, nous nous sommes dit comment est-ce que l'IA peut changer la conception du logiciel et de l'informatique. Et pas à pas, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de modifier
puces, créer des réseaux, créer de nouveaux logiciels et réinventer l'entreprise. Et ce faisant, nous avons réinventé l'ordinateur pour la première fois en 60 ans. C'est un phénomène important. Tous les secteurs sont bouleversés, touchés. Chaque couche de la pile informatique a été réinventée, transformée. Un nouveau secteur émerge. Voilà, l'agilité d'NVIDIA et donc de Jensen Huang, parce qu'on a parlé de cartes graphiques pour le jeu vidéo, mais rappelez-vous, il s'était lancé aussi sur le marché des puces pour l'automobile. À l'époque, on parlait d'automobiles connectés, d'automobiles autonomes. Ils ont investi beaucoup d'argent là-dessus. Il y a eu aussi à un moment les cryptoactifs. On s'en souvient. C'est ça qui a été Alors, ils n'aiment pas trop qu'on parle de ça, NVIDIA. Alors, ils n'aiment pas trop. Mais c'était le premier vrai décollage. Ouais, parce que je pense qu'en fait, c'était un usage détourné des puces, le fait de miner des cryptos. NVIDIA, c'est déjà un usage détourné des puces. Sauf que eux, là, ils le revendiquent parce que c'est propre. Tu m'étonnes. Les cryptos, c'était un petit peu plus, comment dire, voilà, un petit peu plus sale. Bon, en tout cas. Cette interview de Jensen Huang, qui est toujours d'actualité, on l'a enregistrée il y a un petit peu moins d'un mois, mais elle est toujours d'actualité. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et au passage, ça c'est la nouveauté, dorénavant, vous pouvez retrouver le replay de Tech & Co, la quotidienne, sur YouTube tous les jours. Voilà, c'est quand même un petit événement, ce qui fait que vous avez une possibilité supplémentaire de pouvoir écouter ou regarder Tech & Co maintenant sur YouTube, pratique si vous avez une télé connectée par exemple. Donc, Jensen Huang, on parle de 4 000 milliards de valo et peut-être même 5 000 milliards. Jérôme, c'est impressionnant. Jusqu'où ça va aller en fait? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'au bout d'un moment, ça va redescendre. Alors là, écoute, qui serait capable de dire jusqu'où ça va aller? Et c'est pour ça qu'on parle plus de d'où ça vient, en fait. Et c'est vrai que tu l'as rappelé, c'est les puces pour... Mais on dit les jeux vidéo, c'était pas que les jeux vidéo, c'était les ordinateurs d'une manière générale, auxquels on voulait adjoindre de la puissance graphique, qui servait aussi pour le montage vidéo, des choses comme ça. Moi, je me souviens avoir construit des ordinateurs en regardant et en choisissant soigneusement des cartes vidéo, des cartes graphiques NVIDIA. Et il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, ce qui explique sans doute aussi en partie leur succès, c'est que c'est du hardware, donc on est vraiment dans le gros silicium qui tâche, ou qui tâche pas d'ailleurs, c'est l'avantage du silicium, mais il y a aussi une partie logicielle, et c'est là où dès le départ et dès le début ils étaient très forts, c'est-à-dire que tu achetais une carte graphique NVIDIA et tu avais des tas de choses, ça allait au-delà du simple driver pour que ce soit compatible. Alors déjà ils avaient d'excellents pilotes qui mettaient à jour régulièrement. Voilà, ce qui n'était pas le cas de tous les fabricants. C'est vrai. Tu avais d'autres fabricants qui avaient des bonnes puces, mais en fait ça coincait au niveau des pilotes, ils n'étaient jamais en phase avec les bonnes versions des OS, etc. Et là, c'était le cas. Et tu trouvais sur le site, je me souviens, oui, je pense qu'on le trouve encore, tout ce qu'il fallait, tous les outils à télécharger, que ce soit les drivers, mais aussi des trucs pour configurer de manière très, très fine. Et en fait, c'est ce savoir-faire aussi qu'ils ont adapté pour l'intelligence artificielle. Et en passant, comme tu le disais, par la voiture, moi je me souviens avoir vu l'une des premières voitures autonomes au CES de Las Vegas, où on nous montrait ça, et puis on ouvrait le coffre, et le coffre était rempli de processeurs et de cartes d'accélératrices NVIDIA. Et d'ailleurs, la voiture était siglée NVIDIA, parce qu'ils essayaient d'en tirer bénéfice. Donc c'est surtout ça l'histoire de NVIDIA, et qui est incroyable en fait. Nicolas ? Bah oui, cette chance aussi d'être spécialisé dans du calcul matriciel, qui au final est très, très important pour les LLM, qui fonctionnent comme ça, que ce soit ChatGPT ou les générateurs d'images, les générateurs de vidéos. On se souvient aussi que Ilya Sutskever, les chercheurs d'OpenAI, en 2011-2012, dont il parle dans ton interview, qui sera peut-être un jour iconique, parce que c'est quand même un petit peu comme interviewer Steve Jobs, cher François. Mais on sait que Ilya Sutskever, en 2011-2012, prend sa voiture pour aller dans les bureaux de NVIDIA. Il passe du Canada aux États-Unis pour aller acheter des GPU et pour commencer à entraîner des premiers modèles de deep learning. Donc c'est considérable. Après 4 000 milliards de dollars, en vrai, on voit qu'on n'a que de la tech aujourd'hui au top donc des capitalisations boursières mondiales. Et le point commun, c'est que toutes les boîtes qui sont derrière, que ce soit Meta, Amazon, Google, toutes ces autres boîtes, en fait, elles sont toutes clientes d'NVIDIA. Et c'est ça qui est quand même incroyable. AMD, ça commence, c'est toujours intéressant, on en parle de plus en plus et tout ça, mais NVIDIA a une longueur d'avance. Vu les investissements colossaux qu'on a dans l'IA dans les années qui viennent, en vrai, on se posait à chaque fois la question,
long ou short Nvidia, il semble qu'il faille être long et peut-être encore pour de longues années. Fred, est-ce que tu es d'accord? Alors, juste deux petites questions. Est-ce que tu penses que effectivement ça va aller de manière exponentielle, cette consommation des GPU? On parle aussi de beaucoup de frugalité. Mistral promeut une IA frugale avec beaucoup moins de ressources. C'est aussi le cas de DeepSeek. Il y a pas mal d'acteurs qui, justement, essaient d'avoir une IA générative qui soit performante, mais en n'ayant pas autant de puissance de calcul. Est-ce que finalement, on n'est pas au début, on va dire, de cette boulimie, de cette puissance de calcul pour qu'après ça se calme un peu finalement? Pour l'instant, non. On sait qu'on a moins besoin de puissance de calcul pour la partie inférence, c'est-à-dire pour la partie requête que l'on fait. La partie entraînement, il y a besoin d'énormément de calculs. Et là, on a encore besoin d'entraîner ces IA, les nouvelles IA qui arrivent. Donc là, pour l'instant, ça va. En plus, là, pour l'instant, qu'est-ce qui marche aussi auprès de la bourse, c'est que Nvidia, il a une position de leader absolu. Hein. Il a une domination. Il a personne. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. On les voit pas arriver. Il a la croissance. Bon. On a vu le coût de ces cartes, comme il les vend, 30, 40 000, et ça peut encore augmenter. Les bons de commande sont pleins jusqu'à sur 2 ans. La conviction des investisseurs aujourd'hui, parce qu'il y a ça aussi, il a une totale confiance des investisseurs qui se disent, bon, pour l'instant, ça peut que durer, donc on peut y aller, on va monter. Après, voilà, il faut voir... Quand peut être ce point d'inflexion? C'est vrai que, comme je l'ai dit, pour la partie inférence, on a besoin de moins de gros processeurs, enfin des processeurs Nvidia. Il faut voir aussi s'il y a un ralentissement de la croissance. Alors là, on est complètement dans la folie pure. Voilà, tout le monde a besoin d'IA et tout ça, mais enfin, on voit quand même en Europe que cette IA, on a du mal parfois à passer les phases pilotes, donc il faut voir un peu au niveau mondial. L'arrivée de concurrents crédibles, Intel, Samsung, ils vont bien dégainer quelque chose un jour. On a quand même vu, souvenez-vous, la petite sonnette d'alarme au moment de la sortie de DeepSeek où ils nous disent on a bricolé des vieilles Nvidia on a travaillé sur le logiciel et puis là Nvidia, rappelez-vous, avait plongé de plusieurs dizaines de pourcents en bourse. Bon, c'était reparti. Donc il faut voir tout ça. Et puis Jensen Huang, lui, ses craintes aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir fournir ses clients. Il doit aussi travailler sur une innovation continue. Il doit incrémenter sans cesse des nouvelles innovations. Mais le problème, le truc, c'est qu'il n'a aucun concurrent aujourd'hui. Pour l'instant, non. Mais pour l'instant. Et en plus, ils ont leur particularité, leur particularité, eux, c'est CUDA, c'est leur plateforme de programmation au-dessus. Et là, ils ont une vraie. Enfin, c'est comme Microsoft avec Windows. Ils ont le monopole aujourd'hui. C'est ce que disait Jérôme, en fait. C'est l'excellent logiciel aussi. Oui, c'est la plateforme de calcul, le modèle de programmation qui est au-dessus de CUDA. C'est Compute Unified Dense Architecture. Et là, c'est vraiment la plateforme qui aide à gérer ces processeurs, et là, ils sont tout seuls. On en a déjà parlé ici, François. Il y a quand même des concurrents. AMD essaye de prendre des parts de marché. Google a des LPU aussi qui sont très performants. Amazon essaye de sortir sa propre Microsoft aussi, je crois. Inferentium, Trainium. Mais c'est la partie inférence. Mais Trainium aussi sur la partie entraînement des modèles. Mais en vrai, non, ils sont très très loin devant. C'est complètement fou. Et au final, même sur les enjeux politiques, on s'était posé la question un petit peu avec la Chine, avec les interdictions en fait d'exporter des puces Nvidia en Chine. Au final, le marché est colossal et ça cartonne. En effet. Non, ce qui pourrait arriver, c'est l'histoire d'une concurrence, alors soit un Intel, quelqu'un qui ressort du lot parce que tout d'un coup ils ont bien avancé parce qu'Intel est en pleine restructuration, soit ça vient de la Chine, c'est des Chinois qui un jour arrivent avec un composant hyper puissant, adapté à des IA beaucoup plus optimisé par rapport à ce composant, et là oui, ça peut être la petite sonnette DeepSeek. N'oublions pas Taïwan quand même, enjeu géopolitique, stratégique majeur, c'est Taïwan, en tout cas si ça bouge du côté de Taïwan, l'empire Nvidia peut s'effondrer parce que tout est designé aux États-Unis mais produit là-bas. Jérôme? Moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font comme marge sur ces cartes? Parce que vendre des trucs comme ça à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Alors, il y a aussi des cartes Nvidia à 500 €, mais celles qui sont utilisées, que tout le monde s'arrache, elles coûtent un prix exorbitant. Oui, bien sûr.
Est-ce que vraiment ce prix est justifié? La bourse, hein, c'est des marges élevées. Hein, et après, tu vois, ils sortent aussi des nouveaux produits. Ça veut dire qu'au début, on était sur les cartes dont tu parles. Et après, tu vois, il y a eu les gros GPU, ensuite les racks. Et aujourd'hui, ils te disent qu'ils te vendent une AI Factory. Oui, bien sûr. Donc, et on est toujours au même prix, $40 000 dont tu parles, mais on en a quand même de plus en plus pour son argent. Ouais, mais il en reste pas moins. Comme dit Fred, ils sont énormément aidés par le fait qu'ils sont en situation de quasi-monopole, 90-95% du marché. Et alors, je crois qu'ils ne publient pas leur marge, mais là, j'étais en train de regarder, estimation 70%. 70% de marge. Quand tu fais 70%, Tim Cook doit être vert de jalousie. C'est un truc de fou, c'est quand dingue, même. Hein. C'est dingue, c'est presque trop. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question initiale qui était jusqu'à quand, c'est peut-être ça le truc. C'est qu'au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de... Est-ce qu'on ne va pas un peu retomber sur Terre, et aussi bien au niveau de la bourse et autant au niveau des produits. Tant qu'il y aura une forte demande, qu'il aura un leadership technologique, qu'il aura comment dire, cette innovation et qu'il y aura une croissance rapide comme il y a aujourd'hui où tout le monde veut justement ces composants. En plus, il y a de la rareté. Il n'a pas trop de soucis à se faire. Donc, la seule chose... Alors, moi, le seul point d'inflexion que je vois, c'est une concurrence qui commence à remonter petit à petit. Alors, peut-être pas des puces comparables, mais voilà, tout d'un coup, on va dire, tiens, tel modèle, finalement, on n'a plus besoin de puces NVIDIA. On l'a vu la semaine dernière, Google qui a commencé à dire à OpenAI, tiens, peut-être que tu peux faire tourner tes IA sur mes TPU. Voilà, donc c'est un peu ça qui pourrait arriver après. Et puis, il y a autre chose aussi, il faut qu'ils payent cher ses ingénieurs, parce que là, tout le monde c'est merveilleux dans le meilleur des mondes, mais on a vu aussi un moment, on a vu un moment aussi, même dans des sociétés d'excellence, tout d'un coup, 3, 4, 5 personnes qui disent, bon allez, on a envie un peu d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on a d'autres projets. Et il y a beaucoup de turnover. Hein, surtout avec Mark Zuckerberg, en ce moment, qui rachète tout le monde. Oui, qui rachète tout le monde. Tous les cerveaux de l'IA... Voilà, sont charmés par Mark Zuckerberg. Enfin, bravo à ceux qui ont acheté des actions NVIDIA il y a 10 ans. Hein, qu'ils soient, et bravo à Jensen Huang, qui doit en avoir quelques-unes. Je pense qu'il peut s'acheter, je sais pas moi, autant de blousons en cuir que de, je sais pas moi, de balles de tennis que peut avoir un grand joueur, quoi. C'est dingue. Les amis, j'aimerais qu'on enchaîne sur un autre sujet très intéressant. On revient à l'Europe et encore une épine dans le pied pour nos amis de chez Google. Google qui est au cœur d'une polémique, encore une fois, mais cette fois-ci qui est mise en place par les éditeurs de contenu. Vous savez que ça a toujours été un peu la guerre entre les éditeurs de contenu et Google. Là, le dernier en date, ce sont les résumés générés par IA. Et ce sont les éditeurs, en fait. Alors, c'est rigolo parce que ces résumés générés par IA, on les voit de temps en temps, nous, en France, mais ils ne sont pas encore véritablement arrivés. Je ne sais pas si vous avez testé, mais... Des tests, quoi. Oui, mais puis c'est pas des contenus journalistiques qui sont résumés encore en France. Ça va être par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, la météo, ou si tu demandes, je sais pas moi, quand est né Napoléon, tu vas avoir un petit résumé de Wikipédia qui va arriver comme ça, qui est généré par l'IA. Sauf que visiblement dans d'autres pays européens, là, quand vous tapez par exemple une question sur l'actu, vous avez un résumé qui est donc généré par l'IA de Google. Et ce résumé, comme il est bien fait, la plupart du temps, vous n'avez même plus besoin de cliquer sur le lien de l'éditeur en question qui a fait générer ce résumé. Et qui est indiqué en général dans le... Bien sûr, c'est sourcé. Mais bon, à partir du moment où tu as ton info, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir, tu passes à autre chose. Et donc, les éditeurs portent plainte contre Google auprès de l'Union européenne pour dire, écoutez, si ça continue comme ça, Google va couler notre métier. Nous qui vivons de l'audience et de la publicité, qu'est-ce qui va se passer ? Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est légitime ? Jérôme ? Ça, c'est encore une deuxième question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais en tout cas, on le voyait arriver, ce truc-là, puisqu'ils ont annoncé AI Overview, cette fonction, il y a 6 mois ou 1 an, et ils avaient dit qu'ils commenceraient à la déployer, sauf en Europe et sauf en France. Mais en même temps, ils sont en train de la tester un petit peu, tu l'as dit, depuis le mois de mai. Et puis, maintenant, est-ce que c'est légitime ? C'est toujours la même histoire qui se réécrit, parce qu'il y avait eu la même histoire avec Discover.
c'est-à-dire les petits résumés, enfin le fait d'apparaître comme ça dans ce bandeau en tête de page, avec toujours ce dilemme, oui, Google nous donne de la visibilité en tant qu'éditeur de contenu, fournisseur de contenu, notamment quand on est un média, mais à partir du moment où il donne toutes les infos et qu'il n'oblige plus l'internaute à aller sur le site, il nous pique notre business. Et en même temps, le truc complètement fou, c'est que pour l'internaute que nous sommes tous, c'est plus pratique de lire les choses sur Google, surtout si on n'a pas besoin d'énormément d'infos. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, ils ont les internautes de leur côté, d'une certaine manière. Ouais. Mais on s'achemine vers un nouveau bras de fer, c'est évident. Alors, cette fonctionnalité IA est disponible déjà en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, mais pas chez nous. Parce que Google évoque des incertitudes juridiques par rapport à cette fonctionnalité. En fait, ils auraient peur de s'attirer les foudres de l'autorité de la concurrence, parce que vous savez qu'ils avaient passé un accord avec les éditeurs de presse en 2022 sur les droits voisins, une rémunération, et donc ça viendrait en fait contredire en quelque sorte ces droits voisins. Donc Google, pas folle à bête, ils ont droits d'auteur, droits voisins, DMA aussi quelque part, Digital Market Act. Ouais, mais alors attends, le DMA c'est européen, Fred. Pourquoi ils sont disponibles en Italie, en Espagne, en Belgique et en Allemagne? Parce que l'application, c'est une règle européenne, mais l'application elle dépend de chacun des pays qui décident ou pas d'appliquer. Moi, j'espère qu'on va trouver une solution très rapidement pour ne pas se retrouver en retard, perdre peut-être encore 3 mois, 6 mois sur des nouveaux usages. Alors, aux États-Unis, on parle déjà d'un déplacement de trafic très significatif. Dans certaines recherches, ça peut être 30% du trafic qui est déplacé. Et moi, personnellement, on a tous passé des heures, voire une partie de notre vie à faire des recherches sur Google. Moi, j'y vois pas vraiment d'intérêt. Avec Perplexity, je fais en 15 minutes 3 à 4 heures de recherche que je ferais sur Google. De temps en temps, faire des recherches sur Google, c'est un métier. Je pense qu'il faut passer à autre chose. C'est l'IA qui peut naviguer sur Internet et nous faire des résumés. Je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, moi, je me réjouis plutôt de me dire qu'on va avoir peut-être un monopole de Google qui va être bousculé, parce que derrière, tu vas avoir d'autres acteurs qui vont venir, comme OpenAI, comme Meta, comme pourquoi pas Claude, Anthropic, qui vont pouvoir aussi faire ce travail. Donc Google, en fait, qui oui, avec l'AI Overview, simplifié, mais le monopole de Google qui peut être bousculé. Moi, ce que je pense, c'est que les médias et tout le monde doivent s'y mettre à fond. Ils doivent commencer à regarder comment est-ce qu'ils apparaissent à l'intérieur des recherches d'IA, essayer de travailler là-dessus, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour les éditeurs, parce que d'une manière ou d'une autre, l'IA va complètement bouleverser le modèle de la manière dont on consomme l'information sur les moteurs de recherche. Mais on parle de Google, mais comme tu le dis, aujourd'hui c'est dans ChatGPT, dans Perplexity, etc. Voilà, donc en fait, on se focalise sur AI Overview, mais le problème, il est déjà ailleurs. T'as un déplacement du trafic de Google qui va être 25% de la recherche qui va passer chez ChatGPT d'ici fin 2026. Alors, ce qu'il faut, c'est que, François, que tu invites Jean-Marie Cavada, qui avait travaillé sur les droits voisins, qui avait présidé la commission, parce qu'ils n'ont plus qu'à se remettre au boulot, en fait. Ouais, c'est clair. Et il faut qu'ils renégocient. Mais comment ils vont négocier? Non, comment tu fais là? Non, parce que tu peux pas... C'est pas la même chose pour partager la valeur, ça va être compliqué. Exactement. C'est ça qui est hyper compliqué. Et Google, d'ailleurs, j'adore l'argumentaire, c'est de dire oui, mais on apporte un truc nouveau. Et en plus, on met les sources, donc vous pouvez pas aux gens de cliquer. Enfin, voilà, Google, de toute façon, ils jouent un peu les innocents, comme quand ils mettaient juste leur lien. Mais là, ils disent on apporte de l'innovation, on apporte de l'intérêt, on apporte de la confiance, puisque si les gens veulent en savoir plus, il suffit qu'ils cliquent sur le lien et ils se retrouvent sur le site de l'éditeur. Mais là, ça me paraît compliqué. Les discussions entamées avec Google. Enfin, en plus, on dit avec Google, mais comme tu dis, avec ChatGPT, avec les autres aussi. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas s'opposer. En vrai, de toute façon, ça va être quand même harmonisé au niveau mondial. Et là-dessus, avoir un fonctionnement un peu différent gaulois, français, je pense que ça ne tiendra pas dans la durée. C'est clair. Dans l'actu, allez, on reprend notre avion qui carbure à l'hydrogène, parce qu'on ne pollue pas. C'est pour ça qu'on se permet d'avoir autant d'allers-retours. C'est hydrogène vert. Hydrogène vert, bien évidemment. Pour atterrir aux États-Unis et nous pencher sur le cas de TikTok, qui devient quand même un peu lourdingue, cette histoire-là, parce que je vous rappelle que depuis 6 mois, TikTok doit disparaître des États-Unis. Il l'a été pendant quelques heures, rappelez-vous,
entre la passation de pouvoir entre Biden et Trump, c'était, rappelez-vous, en janvier, et puis depuis, Donald Trump s'amuse à décaler, à chaque fois rajouter des délais pour prendre la décision, oui ou non, de faire disparaître TikTok. Entre-temps, TikTok sent bien que le vent va tourner un jour ou l'autre, et ça, c'est une actu qui est tombée aujourd'hui. Selon The Information, TikTok travaillerait sur une nouvelle version de son application pour les États-Unis, et elle pourrait être prête début septembre, et ça serait une version Made in America, en quelque sorte, et qui répondrait, en quelque sorte, aux exigences du gouvernement américain, Fred. Ben, en fait, il faut ménager deux choses. Il faut à la fois ménager les 170 millions d'utilisateurs américains qui utilisent TikTok. Impossible de leur dire c'est fini. C'est fini. Et puis derrière, il y a quand même un business model. Il y a plein d'entreprises qui annoncent dessus. Enfin voilà, il y a quand même tout un écosystème qui s'est mis en place. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi l'approbation du gouvernement chinois. Parce que c'est lui, enfin on dit gouvernement chinois, mais c'est Biden slash gouvernement chinois slash Biden, qui doit aussi donner son approbation. Tout ça dans un contexte de droit de douane terrible. Donc en fait, il y a tout qui rentre en jeu là. Et on a les Américains, alors on a toujours Oracle, Blackstone qui sont derrière à essayer de récupérer la machine. Alors ça montre une chose, c'est quand même la montée en puissance des États dans la régulation des plateformes numériques. Ça au moins, alors on voit qu'il se passe quelque chose. Maintenant, TikTok, pour survivre, je pense que les Chinois ne sont pas complètement bêtes. Ils ont bien compris qu'il fallait un peu lâcher la bride tant qu'on ne leur demande pas de venir donner le code source de leur algorithme. Allez-y sur une application, oui, puis ils vont trouver comment récupérer quelques subsides de tout ça. Mais Nico, c'est bizarre quand même, parce qu'en fait, en septembre, ce qui va se passer, c'est que donc, le TikTok qu'on connaît aux États-Unis va s'arrêter. Il va falloir que les utilisateurs téléchargent une autre application, sans doute recréer un compte. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est pas anodin, finalement, ce changement d'appli. C'est très compliqué cette migration. 170 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Tu sais que tu vas pas forcément garder tout le monde. Ouais, tu vas perdre des petits. Mais les États-Unis, on sait qu'il y a un vrai danger TikTok en tant qu'arme cognitive et grosse dépendance en fait, vu le temps qu'on scrolle sur ces outils. Sincèrement, je pense que il y a un vrai danger. Je pense que moi, on est allé trop loin dans ces algorithmes pour essayer de faire du temps de cerveau, de nous faire scroller pendant des heures et des heures. Les Américains, je pense qu'ils l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils mettent la pression. Après, il faut trouver un acquéreur. N'oublions pas qu'Elon Musk avait pensé aussi, à un moment, avait fait une proposition pour racheter TikTok. Maintenant qu'il s'est frité avec Donald Trump, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais la petite vengeance de Donald Trump. Mais moi, tu vois, Elon Musk, bien sûr. Vis-à-vis de Zuckerberg aussi, parce que s'il rend moins plus en TikTok, il y a un Instagram qui peut revenir dans la course. On peut peut-être revenir voir un Snap aussi par l'un des côtés. Mais voilà, c'est un petit coup de pied de l'âne de Donald Trump aussi. C'est sûr. Mais moi, juste sur ce point quand même, en vrai, en général, je suis plutôt sur harmoniser les produits, mais avoir la version américaine ou avoir une version française, essayer d'exiger ça, tu vois, vous voyez, à TikTok, moi, je trouve que ce serait intéressant parce qu'en soi, c'est un outil qui me fait un petit peu peur sur le comportement, même sur le temps que je peux y passer. Clara Chapaz, donc on a parlé beaucoup, notamment sur la consommation de ces applications pour les jeunes, pour les ados. Et là, je pense que autant, moi, tu vois, sur Google et tout ça, je suis vraiment pas du tout à dire il faut avoir un comportement différent. Pareil sur les Act, mais sur TikTok et ces applications-là, je pense qu'il faudrait regarder ça de très près, voire essayer d'exiger des choses. Sur TikTok, mais Instagram aussi. On est d'accord, Nico? Bien sûr. Il n'y a pas que TikTok, là. On vise TikTok, mais finalement... Ils avaient sorti TikTok Shop, où tu pouvais acheter via TikTok. Donc en plus, tu vois, un nouveau canal. Mais le problème de TikTok, c'est qu'il est trop bon. Il fonctionne trop bien. Ils ont poussé la logique, comme tu dis, de tout ce qui crée cette addiction, cet intérêt, jusqu'au bout. TikTok, c'est la seule appli, par exemple, dès que tu la lances, tu as immédiatement une vidéo. Ça démarre en une fraction de seconde. L'algorithme sait qui tu es. En 20 minutes, il a compris ce que tu aimais, ce que tu aimais pas, etc. Petite parenthèse, tout à l'heure, on parlera de ce sujet. Tu sais que c'est très intéressant. En fait, les opérateurs télécoms détestent TikTok. Parce que, justement, ça bouffe beaucoup de bandes passantes. Et on en parlera avec Amélie Charnet, tu connais, qui est journaliste télécom à la Tribune, et qui viendra nous en parler tout à l'heure. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle venait. Et ben voilà, écoute, on la découvrira tout à l'heure. Alors, donc, ils vont sortir cette version 2 qui est
dont le nom de code est M2. Et apparemment, ce sera visiblement juste une espèce de relooking, et il aura quand même une particularité, c'est que tout ce qui est algorithme, devrait tourner dans un cadre purement américain, puisque c'est ça qui fait peur à Donald Trump. Mais le côté dépendance cognitive, etc., jusqu'à présent, Trump, c'était pas vraiment c'est pas son le truc qui l'intéressait le plus. Non. Or, c'est vrai que nous, Français notamment, on est très sensibles à ça, et c'est ça surtout qui nous choque. Donc la question, c'est est-ce que ce M2 pourrait être une espèce de TikTok un peu plus safe, un peu moins addictif, avec des contenus un peu plus qualitatifs, notamment pour les plus jeunes, comme c'est le cas dans la version chinoise Douyin, et visiblement, malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais parce qu'il faut savoir que Douyin, en Chine, tout est fait pour que, par exemple, il y a un mode enfant, si tu as moins de 14 ans, tu es basculé sur un truc parallèle qui n'est pas le même fil TikTok que tes parents ou que des adultes. Il y a des contenus éducatifs, dès qu'il y a des contenus, les challenges, là, les défis, il y en a tous les 4 matins, le défi complètement débile, dont certains sont très dangereux sur TikTok, c'est interdit sur Douyin en Chine. Les contenus sont quasiment, pour certains, conçus en partenariat avec le gouvernement. C'est la Chine, vous me direz. Mais résultat, c'est pas du tout le même contenu. Or, le TikTok américain version 2, je pense que malheureusement, il n'ira pas du tout dans ce sens-là. Ils vont juste se contenter de régler des problèmes de souveraineté, entre guillemets. Est-ce que ça pourrait inspirer l'Europe ? Ça serait pas mal, ça, de se dire, écoutez, les États-Unis sont arrivés, pourquoi pas nous, finalement ? Et peut-être essayer de modeler un TikTok un peu plus européanisé. Oui, mais alors, à part que nous, on n'a toujours pas d'alternative. On n'a pas d'autres choix. Tu vois, aux États-Unis, ils ont d'autres sites américains. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors moi, je milite toujours pour que Spotify monte au créneau et crée son réseau social. Mais voilà, nous, en Europe, non plus. Alors, ne t'inquiète pas. On va parler de Spotify dans un instant. Fred, je sais que tu adores Spotify. J'ai sorti ma guitare. On va en parler. Fais gaffe parce que t'as même plus besoin de guitare. Et oui, parce que ça sera notre prochain sujet. Et vous allez voir, on va vous raconter une histoire incroyable. Sur Spotify, en ce moment, il y a un groupe de rock un peu underground qui cartonne. 900 000 écoutes. Enfin, c'est vraiment un succès. Et ce qui est dingue, c'est que ce groupe n'existe pas. Voilà. On vous explique le fin mot de cette histoire juste après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne, avec Jérôme, Fred et Nico ce soir. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'ActuTech ce soir à 20h34. Merci d'être avec nous. Tech & Co, la quotidienne, toujours en direct à la radio, à la télé, chaque soir de 20h à 21h30. Et puis après les replays et les podcasts qui vous attendent. Ce soir sur le plateau de Tech & Co, Jérôme Colombin, fondateur du podcast Monde Numérique, que je vous invite évidemment à télécharger, à écouter pour avoir toute l'actualité tech au quotidien. Y compris cet été. Évidemment, il ne s'arrête jamais, même sur le sable. Jérôme produit. Nico, pareil. Moi aussi, ton podcast, Comptoir de l'IA, qui cartonne aussi. Et même cet été aussi, il faut que je fasse des épisodes d'avance pour les plages. Avec l'IA ? Fais des rediffs. Et Jérôme et Fred Simotel, bien sûr. Tu vas un peu t'arrêter, tout comme moi. Oui, on aura des rediffs. On a d'excellentes émissions tout au long de l'année, donc c'est le bon moment pour les réécouter. Exactement, ça vous donnera peut-être l'occasion ou l'opportunité de retrouver quelques-uns des meilleurs moments qu'on a pu passer ensemble tout au long de cette année. Il y a eu pas mal d'émissions événements qu'on a pu faire et on vous les rediffusera tout au long de cet été. Tiens, on parlait justement de l'IA qui pourrait peut-être demain faire des podcasts, mais vous savez que l'IA fait plein de choses géniales et de la musique notamment, avec cette énorme supercherie artistique. Ça faisait des semaines que les fans de musique s'interrogeaient sur un groupe qui enchaîne les succès sur Spotify qui s'appelle The Velvet Sundown. Mais en réalité, ce groupe n'existe pas. La musique est entièrement générée par l'IA et Anthony Morel nous en parlait ce matin dans Good Morning Business. Il nous raconte l'histoire et après, croyez-moi, ça va débattre là-dessus. Raise your hand, don't look away.
Voilà, cette musique-là. Moi, je trouve ça pas mal aussi. Voilà, The Velvet Sundown. Et c'est peut-être ce qu'on est en train d'écouter là, l'une des plus grosses supercheries artistiques de ces dernières années. Smooth pop. En fait, ça ressemble à tout et ça ressemble à rien. C'est un peu ça le problème, j'allais dire, parce que c'est une musique qui est générée par de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un groupe sorti de nulle part qui a connu comme ça un démarrage absolument phénoménal sur Spotify. En l'espace de quelques semaines, ils ont eu 1 million d'abonnés. Enfin, c'est quasiment du jamais vu. Alors, des démarrages éclairs, on pourrait se dire, ça existe, ça peut arriver. Mais là, il y avait quand même des trucs qui semblaient un petit peu bizarres aux fans de musique. Et donc, on se doutait qu'il y avait anguille sous roche. Déjà, le son, la musique, vous l'avez entendu, c'est vrai que c'est très lisse, c'est un peu aseptisé, c'est presque trop parfait, si vous voulez. C'est leur photo qui est surtout... Alors, les photos sont dingues parce qu'il y a des visuels du groupe, de ce fameux groupe. Donc il y a le chanteur, le guitariste, mais enfin les photos, franchement, c'est sûr, elles ont été générées par l'IA. On dirait les nouveaux Beatles, ouais. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, on se dit, ils sont pas allés loin, ils ont demandé ChatGPT, fais-moi les Beatles en 2025 avec un petit côté. C'est vraiment exactement ça. Et puis il y a le fait qu'ils sont extrêmement prolifiques puisqu'ils ont sorti 2 à 3 albums en l'espace de quelques semaines. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc il y avait quand même beaucoup d'indices qui montraient, plus le fait qu'ils n'avaient jamais donné de concert, jamais donné d'interview, qu'on trouvait aucune information sur eux, beaucoup d'indices qui semblaient montrer que ce groupe était fake, que tout était généré par une intelligence artificielle. Et on a eu le fin mot de l'histoire ce week-end, puisque oui, ce groupe, alors plutôt l'humain ou les humains qui sont derrière ce groupe, parce que forcément il y a quand même un humain qui prompte, eh bien, a affirmé que le groupe était une provocation artistique conçue pour défier les limites de la création à l'heure de l'intelligence artificielle. Ils ont plutôt bien réussi leur coup. Voilà, un groupe qui s'appelle The Velvet Sundown. Tiens, on a encore un petit bout pour vous. Écoutez. Raise your hand, don't look away, sing out loud, make 'em pay, march for peace, not for... Alors évidemment, quand on le sait, on se dit ouais, c'est fastoche, c'est évident. Mais parce qu'on le sait, t'écoutes ça, t'es sur la route, tranquille, t'écoutes ça sur, je sais pas moi, RFM ou n'importe où, tu dis ah tiens, c'est sympa ce nouveau groupe en fait, tu vois. Ah moi j'adore. Ben voilà. Franchement, je suis client à fond du truc. Hein. Et voilà. Mais t'as vu la polémique que ça crée cette histoire-là? Vraiment, il y a des questionnements polémiques. En tout cas, super buzz marketing. Non, mais polémique parce que évidemment, ça ouvre en fait des questions incroyables. Et c'était sûr que ça allait arriver ce truc-là. Mais bien sûr que ça allait arriver. Et Nico, tu le disais. J'étais pas le seul, mais ça faisait partie de pas mal de prédictions 2025 à Noël, tu sais, en disant un groupe va faire un box-office, un carton, un groupe de musique généré par IA en 2025. Et voilà, on l'a enfin. Ça, c'était sûr. Ouais, c'est clair. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Oui, après, c'est la façon. Après, ce qu'il faut voir, c'est la façon dont ils font le prompt, quoi. C'est parce que tout ça. Plus on aura un prompt, c'est comme chacune des requêtes que l'on peut faire dans n'importe quel domaine avec ces moteurs. Donc, c'est Fuse AI, c'est Suno AI, c'est Boomi, enfin, c'est tous ces outils-là. Et c'est la façon dont on va faire le prompt. Si on lui dit juste, tiens, joue-moi un rock, un rock un peu américain, blues, un peu de country avec un solo de guitare et tout ça, on va avoir quelque chose d'un peu, d'un peu standard. Mais si on commence à dire, écoute, mets-moi une voix envoûtante, mets-moi des chœurs derrière, un peu costaud, mets-moi un peu d'écho aussi dans la musique du chanteur principal, démarre-moi toujours par un solo de guitare, mais un solo de guitare, après on peut aller loin, en la mineur, en do dièse ou en je ne sais quoi, on va avoir des choses de plus... Écris-moi un texte du style de tel écrivain, et c'est là où on va commencer à avoir des choses un peu... C'est là où il y aura la création d'ailleurs de quelqu'un. Mais c'est là où il y a du travail. Mais c'est là où il y a le boulot. Parce qu'après, tu vois, là on prête l'oreille, tout ça, au bout de 3 chansons, je pense que on doit un peu s'ennuyer. Oui, ça se ressemble pas mal. Écoute, moi j'en ai écouté pas mal et je trouve, en plus, il y a une certaine cohérence. Et le son est bon? Le son est vachement bon. Tu commences à avoir du son en bonne qualité. Mais de temps en temps, on dit ça manque d'âme, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais ça, c'est. Je pense que ça, c'est un humain qui dit ça. Ouais, complètement. Ça manque d'âme. Je suis d'accord avec ça. C'est ceux qui n'aiment pas Mylène Farmer qui disent ouais, c'est de la soupe. Mais Mylène Farmer a rempli des stades. Il y a plein de chansons créées par des humains qui manquent d'âme. C'est moi qui vous le dis. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, il y a un point particulier, c'est que l'industrie musicale a été très virulente vis-à-vis justement de l'IA, des entreprises d'IA, de ChatGPT
GPT, etc. Beaucoup plus que ce qu'on peut voir sur de la génération, sur l'image, sur la vidéo. Donc là-dessus, si tu tapes dans ton prompt, fais-moi les Sex Pistols ou les Rolling Stones et tout ça, tout de suite ça va bloquer. Donc après, le jeu, ça va être surtout de détourner, de reconstruire les chansons, les styles existants avec ChatGPT pour les exprimer sans citer en fait, tu vois, les noms des groupes directement. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire ici très bien. Mais moi, je trouve que ça cartonne. Tous les grands producteurs utilisent l'IA. On le disait ici, Timbaland pour finir ses albums. Il n'y a pas un producteur de musique aujourd'hui au taquet et tout ça qui n'utilise pas l'IA. Donc moi, je trouve que c'est excellent. J'attends qu'on ait vraiment un titre qu'on va tous adorer. Et je pense que ça va arriver très bientôt. Bien sûr. C'est encore la qualité du prompt, encore une fois. Quoi. Si on fait un super prompt précis, qu'on se creuse la tête. Il a envie de faire un album. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est en train de se faire un petit prompt là sur l'île de Ré cet été. Il va nous sortir un album. Il va arriver, tu sais, avec la veste en cuir de Jensen Huang. Mais c'est la question, c'est est-ce que tu fais un album ou tu fais juste un morceau, juste un tube? Tu vois ce que je veux dire en fait? Single, c'est bien, non? Un single, c'est bien. Je pense qu'un album ou un artiste qui a une carrière musicale, tu vois, un artiste IA total avec une carrière musicale, ça me semble un peu... Bon, il va falloir arriver à trouver une manière de se renouveler, tu vois, et bien penser les choses derrière. Ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi ils sont allés sur cet axe musical, là, ce côté pop rock années 70. Alors moi j'adore, c'est la musique de mon enfance, enfin de ma jeunesse. C'est l'impression de réécouter Steely Dan, America, etc. Parce que c'est ce qu'aiment les Américains en ce moment, tu vois. Même Beyoncé, elle revient un peu au country. Taylor Swift, country, ça. Non, c'est pas country, c'est pop californien. Oui, mais ça me faisait penser à ils sont tous là, regarde Taylor Swift et tout ça. Ils sont tous en train de revenir vers ce. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est un peu Sugarman, là, vous voyez ou pas, Sugarman? Je pensais un peu à ça en écoutant. En tout cas, bienvenue dans cette émission spéciale musique ce soir dans Tech&Co. Les plus grands chroniqueurs musicaux sont sur ce plateau en train d'analyser l'album donc de The Velvet. Mais attention à une chose quand même, comme d'habitude, moi je trouve ça génial et j'attends qu'il y en ait plus, mais attention au slop, comme on le dit à chaque fois, à l'AI slop. On a le même phénomène qui est en train de se passer sur YouTube. Je connais pas ce truc-là. Alors, le slop, c'est la pollution. Je connais IA. Le slip, mais je pense pas que ce soit. C'est la pollution IA, donc c'est des contenus qui sont générés par l'IA uniquement pour boomer dans les algorithmes. Là, en l'occurrence, celui de Spotify, mais ça pourrait être celui de YouTube ou ça pourrait être celui d'un média. Et donc, historiquement, le slop, c'était la bouillie industrielle qu'on servait aux cochons. Et donc, tu vois, on fait du slop. Donc, attention. Au slop. Il y a du slop aussi à fond sur YouTube. Depuis quelques jours, on a une vidéo d'un bébé qui est pilote d'avion, pareil sur YouTube, qui fait 2 millions de vues. Donc en fait, on a des contenus comme ça hyper viraux qui commencent à prendre des parts de marché. Tous les présidents moi je l'ai vu aussi cette vidéo. C'est dingue, ça tourne partout ce truc-là. Les présidents bébé. Ouais. Et ça c'est le slop, tu vois. Et donc il y a faire du travail de qualité et faire du slop juste pour monter dans l'algorithme. Donc il va falloir faire la distinction parce que le slop ça va prendre des. Ouais, mais encore tu vois cette vidéo de bébé qui est. Alors, elle n'est pas rigolote, mais c'est amusant de voir tous les dirigeants de ce monde bébéisés en quelque sorte. Et je crois que c'est le président nord-coréen qui pilote et qui, au bout d'un moment, s'en va pour faire cracher l'avion avec tous les autres à l'intérieur. Je veux dire, à la limite, il y a un petit truc... Enfin, tu vois, on a vu des trucs plus débiles que ça sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, il y a bien quelqu'un qui a eu l'idée. Il y a bien quelqu'un qui a eu l'idée de faire de créer ça. Si t'as raison. Le slop, il n'y a pas l'idée derrière. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de concept. Voilà. Mais après, moi, je pense que vraiment, il faut que ce soit dans la musique, mais que ce soit aussi dans le cinéma, parce qu'on a vu avec VO3, puis tous les logiciels qui sont en train d'arriver, il faut que tout le monde se bouge. Il ne faut pas juste se dire tout le temps, ouais, mais écoute, c'est un peu de la soupe, cette musique-là, machin. Parce que ça va être la grande réaction. Et puis, comme tu dis, il y a un jour des tubes vont sortir, et puis la soupe, ce sera les vrais auteurs qui vont en faire. Et ça, je trouve que le monde de la musique doit vraiment se... Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand la guitare électrique est arrivée, les gens ont commencé à... ils n'ont pas tout de suite joué du rock avec la guitare électrique au départ. Ils ont fait autre chose. Ils sont allés chercher d'autres styles de musique. Et voilà. Et c'est ce qui... pour les musiciens, pour les producteurs de musique, c'est ce qu'il va falloir... Ce qu'on dit toujours, il faut apprendre à travailler avec l'IA et ne pas s'en détacher. Parce que moi, quand j'entends trop de choses... Enfin, nous, alors... Qui est derrière ce truc-là? C'est ça. Est-ce que, on a l'impression que c'est quand même, ça doit être des professionnels de la musique qui ont voulu faire un coup, d'une part, mais qui ont en plus ce vrai talent
pour mettre tout ça en forme, etc. Parce que c'est pas si slop que ça, hein. Enfin je sais pas, mais... Ça c'est pas du slop. Ça c'est pas du slop. Et puis franchement, on n'a pas attendu l'IA pour faire du slop ou de la daube en musique. Hein, vous êtes d'accord? Entre de la musique naze ou même des faux groupes, en réalité ça a toujours existé. Les boys bands montaient de toutes pièces avec des mecs qui savaient pas chanter. Oh, le Milli Vanilli, Fred. Parce que si on pouvait nous trouver tu ça. connais pas? Non. Nico, t'es beaucoup plus jeune que nous quand même. Tout a été inventé. Ils étaient deux Girl, chanteurs. you know it's true. Un gros tube, ça. Parce que là, je vais pas faire chanter, je vais pas faire je vais pas faire l'affront à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent chanter Milli Vanilli, mais ça a été un tube quand même que tu dois connaître. Je suis inculte des années, fin des années 80, début des années 80. Mais ils ont fait un tube. À l'époque, c'était évidemment les clips vidéo, on ne voyait que. Et puis finalement, pour apprendre quelques années plus tard, que c'était complètement fait. Oui, c'était pas eux qui faisaient. Je vais écouter ça à fond. C'est un classique dans le milieu musical. Il y a même un doc, je crois. Je crois que sur Netflix, il y a un doc qui raconte la supercherie. J'y vais ce soir. Mais moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. La musique démocratisée, tout le monde peut faire des titres incroyables. Par contre, il va falloir voir les comportements. Spotify accepte l'IA générative qui fait de la musique. Deezer s'est positionné contre. Moi, je trouve qu'il faut accepter, il faut laisser la création s'épanouir. Mais par contre, Deezer, pourquoi ils se sont positionnés contre? C'est parce qu'ils s'étaient rendu compte que sur leur plateforme, il y avait une espèce de cercle vicieux qui s'était mis en place. Donc, tu avais de la musique générée par IA, et de l'autre côté, tu avais des bots qui faisaient des écoutes. Ouais. Et du coup, ça crée une espèce de circuit qui générait du profit. Ouais. Et ce profit allait chez des gens qui ne le méritaient pas. Et ça, c'était assez fou. Exactement, au détriment des vrais artistes, des vrais ayants droit, des vrais musiciens. C'est surtout ça que Deezer a essayé d'enrayer. Hein. Les prompts ont été générés automatiquement par des outils d'IA sans intervention humaine directe pour écrire ces prompts. Il n'y a pas d'auteur humain derrière ces prompts. Et d'ailleurs, Deezer avait détecté toutes les chansons de ce Velvet Sundown avait détecté que c'était de l'IA dès le départ. Oui, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont ça. Il y a Deezer, il y a par exemple... Ils arrivent à les marquer alors. Je sais pas. En tout cas, Deezer a trouvé un algorithme qui détecte en fait si une chanson a été générée par l'IA ou pas. Ça, c'est toujours le gendarme et le voleur, mais c'est intéressant parce que, alors, ça va faire un peu vieux guerrier qui parlons, mais cette bataille des producteurs et des maisons de disques qui se battent contre les nouvelles technologies, ça nous fait tellement penser à l'arrivée du MP3, du piratage. Même les cassettes audio. Hein, les cassettes bien audio, sûr. on pouvait enregistrer... Si tu veux, exactement. Les conférences de presse de Pascal Nègre au siège d'Universal, où il expliquait que non, regardez notre solution bourrée de DRM. C'est ça. Parce que tous les autres, c'est des voleurs et de toute façon, ils vont aller dans le mur et ça n'intéressera personne. Regardez, on a des connexions Internet pourries de toute façon. T'as pas connu, toi? Si, j'ai connu Napster et tout ça, mais moi, je pense que cette fois-ci, avec l'IA, on est allé directement un cran plus loin. Ce qui veut dire que, pour moi, le copyright, en fait, il a été... Je pense qu'il a été explosé avec le fait que nos grands modèles, ChatGPT, OpenAI, s'entraînent sur l'intégralité d'Internet. Et je pense que ça va être très difficile de reconstruire par-dessus tout ça des nouveaux circuits de copyright et de royalties. Tu peux pas effectivement respecter complètement ce cadre juridique qui est fait pour un monde d'avant. En revanche, si ça génère des bénéfices énormes, des millions de dollars derrière, il est logique que les ayants droit qui ont servi à alimenter tous ces trucs-là, à un moment, ils trouvent leur compte. C'est comme les médias par rapport à Google dont on parlait. Mais dans ce cas-là, tu vois, les ayants droit, Jérôme, les ayants droit, c'est nous tous. Moi, je raconte souvent, tu vois, entre guillemets, c'est... toutes les histoires viennent de Homère, quoi, tu vois, de l'Odyssée, de l'Iliade, et d'une certaine manière, on est tous les ayants droit, les descendants de cette histoire. Et je pense, et peut-être qu'à la fin, tu vois, on aura tous une part de compute de OpenAI, de ChatGPT, et que c'est comme ça que, d'une certaine manière, on aura nos droits. Parce que oui, il y a des entreprises qui créent des business qui valent des centaines de milliards de dollars sur tout ce qui a été produit depuis l'origine de l'histoire. Sur du pillage. Quand même. Après, moi, je pense que... Alors, sur du pillage, oui, mais après, écoute, je suis bien content d'avoir ChatGPT en tant que deuxième avis médical dans ma poche, accessible gratuitement. Il fallait avoir cette mentalité un peu de hacker, de faire un peu de vol pour créer les modèles qu'on a aujourd'hui, dont on bénéficie. Bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a un truc qui est pas honnête à la base et qu'il va falloir... ça fait partie des erreurs de jeunesse de l'IA, avec le labelling dans les pays Kenya, tout ça, et la consommation énergétique. C'est pas possible.
Ouais, bon, après on pourra en parler pendant des heures, mais tiens, tu parlais de tes prédictions de 2025 avec l'audio. Souvent, après l'audio, c'est la vidéo qui suit. Et est-ce qu'en 2026, on verra peut-être le premier film créé par VO3 ou VO4 qui sera totalement créé par l'IA, à ton avis ? Bah, écoute, j'ai posté hier soir sur LinkedIn une vidéo d'un blockbuster, d'une bande-annonce de blockbuster créée avec l'IA, à 100%. J'ai eu plus de 1000 likes, 400 commentaires depuis hier soir. J'ai jamais eu ça sur LinkedIn. Et les gens dans mes commentaires sont en train de se battre dans le genre « Ah non, mais c'est que de la copie de Star Wars et de Game of Thrones. Ah non, mais c'est génial, on y arrive. » Techniquement, on y arrive. C'est ce que tu vois dans cette vidéo qui s'appelle The Untold, sur une histoire d'épée magique. Techniquement, la qualité de la vidéo est excellente. Tu te casses le nez. Tu peux le faire, c'est incroyable. Elon Musk a dit « Waouh, so cool ». Par contre, derrière, là, on parle d'un clip qui fait 3 minutes. Visuellement, tu ne fais pas la différence avec un Star Wars. D'accord. Derrière, 3 minutes en 2025, 1h30 en 2026. Tout à fait. Et puis voilà. Tout à fait. Et après, le film sortira, ce sera un grand succès. Et puis au bout d'un moment, on vous dira, vous savez quoi, tout ce film, c'est de l'IA. Oui, mais comme tu l'as dit, cet extrait, il y a un véhicule style Star Wars qui vole. Ouais. Oui, ok, c'est magnifique. C'est somptueux, c'est incroyablement réaliste. Mais il n'y a rien de neuf. Tu as l'impression de voir un Star Wars remouliné. Donc c'est ça la limite aussi, c'est que si ça n'apporte rien, mais si t'es un créatif derrière. Mais tu regardes, est-ce que les Marvel et les Star Wars qui sortent chaque année apportent quelque chose de neuf? Pas tous en même temps. Toutes ces licences ne sortent pas vraiment des trucs hyper neufs chaque année. Tu vois, les Marvel, les Star Wars. La licence Star Wars, elle commence à être un peu écudée. Mais même Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tu as toutes les similitudes de personnages, d'esprit et tout ça. Tu as. Non, il y a des séries, et puis des tendances, et puis des périodes et des époques. Mais tu as quand même souvent. Ce qu'on appelle les séries. Ce qu'on appelle les séries B, souvent, c'est des copies de grands films, et puis voilà, qu'on décline un peu, le sniper. Les préquels, les séquels. Non, mais tu regardes par exemple, tu sais, toutes les séries inspirées de l'univers Star Wars qu'il y a sur Disney+. Je déteste, mais c'est une horreur. Ils ont tué la licence. Ouais, mais ils ont tué la licence, mais malgré tout, ça existe, tu vois, ça existe. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, François, 2025-2026, c'est... 2023-2024, c'était les années du photoréalisme sur l'image. 2025-2026, c'est vidéoréalisme. On peut générer aujourd'hui 1 minute 30, bientôt 10 minutes, bientôt 1h30, en qualité parfaite, avec un effet waouh incroyable et avec un budget $20, $30 par mois. Et tu auras un gars devant son ordinateur qui créera tout ça. Et c'est là où je dis qu'il faut vraiment se lancer, que tous les gens du secteur, on a parlé des secteurs de la musique, mais les gens du secteur du cinéma, se lancent tout de suite et n'attendent pas un jour pour se retrouver en disant, comme les droits voisins de presse, en disant « Ah, mais ils nous pillent, machin ». Non, il faut y aller tout de suite. Et en plus, les premiers services... Excusez-moi du terme, mais ça va foutre la pagaille. Mais oui, ça va être terrible, terrible. Imaginez un festival de Cannes. Imaginez un festival de Cannes dans 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Tu récompenseras des avatars et des clones. Non, mais c'est dingue. Mais c'est pour ça qu'il faut que ces gens-là, qui sont des professionnels de l'image, du son, du scénario et tout ça, ils s'y mettent. Comme ça, c'est eux qui vont s'accaparer un peu plus les outils. Après, tu auras toujours un petit génie, enfin, même pas un petit génie, tu auras toujours quelqu'un qui, dans sa chambre, fera ses 20 minutes. On dit toujours, regarde Billie Eilish, elle a fait son album avec son frère dans sa chambre, avec un outil de musique, pas standard, un peu plus évolué, mais dans sa chambre. Après, pour faire ça, il fallait faire ça dans un studio. Ouais. Et justement, ces gens-là, dans le cinéma, c'est pareil, ce sera peut-être un petit jeune avec son copain, un petit génie qui fera le prochain Star Wars complètement révolutionnaire. Et l'industrie du cinéma doit tout de suite s'interroger là-dessus. S'intéresser à ça. Je vous propose, parpuisqu'on parle de Star Wars, de rester dans l'espace, les amis, pour évoquer Kuiper. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort à l'approche des vacances. On se lâche, les amis. Oui, parce que Kuiper, vous le savez, le service, la constellation de satellites basse orbite de Jeff Bezos qui vient concurrencer Starlink, commence à prendre un peu d'épaisseur. Alors, il a lancé que quelques dizaines de satellites, je crois. On est loin des milliers de satellites de Starlink, mais Jeff Bezos a les moyens et l'ambition de faire aussi bien, voire mieux que Starlink. Et la bonne nouvelle, c'est que la France sera couverte par Kuiper. On a appris ça aujourd'hui, d'ici la fin de l'année. Et l'autre bonne nouvelle, pour célébrer tout ça, c'est que c'est Ariane 6
notre belle fusée qui emmènera quelques centaines de satellites Kuiper en basse orbite. Ça va vite, hein. Jeff Bezos, il n'a pas envie de traîner là, hein, Fred. Oui, et l'autre nouvelle qui risque de moins plaire, c'est qu'on va rester dans l'écosystème Amazon, parce que pour les comment ils vont faire pour le vendre? Alors, ils vont le vendre, sans doute il y aura une bataille des prix, ils vont vendre ça dans les 400-500$ face à Starlink et tout ça. Là, évidemment, chacun va jouer des promos, des choses comme ça. Mais sur quoi peut s'appuyer Amazon, à la fois pour les particuliers, à la fois pour les entreprises? C'est j'ai Amazon Prime. Ah tiens, si vous avez Amazon Prime, je vais vous proposer ce genre de choses. Pour les entreprises, tiens, j'ai des services AWS. Vous allez avoir accès au cloud et tout ça. Donc, vous avez un réseau de magasins. Eh bien, mettez votre Keeper et moi, je vais vous proposer... alors, peut-être pas les magasins. Tu veux dire par là qu'il y a une distribution. Mais... Disons qu'il y aura un privilège qui sera proposé aux abonnés Amazon, quoi. C'est ça? Exactement. En plus, il y a des centaines de millions de gens qui sont abonnés à Prime. Hein. Bon. mais ça va... Ils vont amener... Tout le monde n'aura pas besoin de ça. Non. C'est quoi? C'est de l'Internet pour là où tu n'en as pas. Et aujourd'hui, en France, on en a quand même dans 80-90% des zones... Les zones blanches. Moi, j'ai vu un article dans le journal du dimanche ce week-end, et je venais de parler de ça, c'est dans le TGV. Je sais pas, le TGV, en vrai, entre nous, ça fonctionne toujours pas. Non. Je pense qu'on perd des points de croissance, des points de PIB à cause de ça, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de travailler dans le TGV, j'ai jamais pu le faire. Ils réfléchissent à prendre Starlink. Et ils ont fait un appel d'offres justement pour ils ont fait les tests avec Starlink et avec Telsat. Donc ça, oui. Et ça marche pour 3. Si tu n'es que 3 dans le wagon, ça marche très bien. Mais ça marche pas. Non, c'est véridique. Hein. Je le tiens de voilà. Donc, vous l'avez compris, hein, pour avoir de l'Internet dans le TGV, pas plus de 3 dans le wagon. S'il vous plaît, vous vous débrouillez. Vous ouvrez les portes et vous éjectez les gens comme ça. Ouais. Hein. Mais si demain, tu mets du satellite, là tu n'auras plus de problème. Ah non, avec Starlink, ça va. Tu parles de ça. Là, je parle aujourd'hui. Tu parlais de demain. Oui, non mais... demain, François, tu dis, c'est super, ça va arriver en France. Alors, c'est une super nouvelle, effectivement, que les gens qui seront perdus dans des endroits où ils n'ont pas la fibre, ils auront cette solution de repli, sauf qu'entre Starlink et Kuiper, vous voyez où on en est. On se retrouve avec 2 acteurs américains et il n'y a aucun acteur européen. Non, bien sûr. Il va avoir OneWeb. Et là-dessus, c'est hyper important, parce qu'on l'a vu avec Elon Musk, que ce soit en Ukraine et tout ça, le pouvoir, une fois de plus, la dimension géopolitique de pouvoir dire « je donne Starlink » aux Ukrainiens et tout ça, c'est un truc colossal. Et c'est complètement dingue de se dire, on est dépendant des Américains, et en particulier 2 personnes, Elon Musk et Jeff Bezos, pour dire, il y a accès à Internet via le satellite ou pas. Enfin, c'est complètement fou. Ouais. Bon, écoutez, ça arrive. Après, c'est un paquet de satellites dans le ciel aussi, quand même. Hein. Kuiper, ils vont passer par des opérateurs. Ils vont signer des accords avec des opérateurs. Donc, tu seras en lien avec ton opérateur, quand même. Donc, ils sont quand même très, très loin derrière Starlink. Hein. Starlink, c'est 65% de tous les satellites dans le monde. Ouais. Ce qui veut dire 5000 satellites sur 6500 après, satellites. La techno, l'autre, il lance quelques dizaines. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il va lancer des satellites, notamment via SpaceX. Après, attention, la techno dans les satellites, celle de Starlink, elle est beaucoup moins évoluée que celle qui va être mise dans Kuiper, et encore moins celle de OneWeb. Donc, alors après, c'est juste de la connexion, mais peut-être que si on commence à vouloir des choses un peu de stockage, on va vouloir un peu de chiffrement, de choses comme ça. Starlink va peut-être être un peu limité. Enfin, ils devront en tout cas innover pour concurrencer les autres. Si on passait du très haut débit au très très bas débit, ça vous irait ou pas? Vous savez cette connexion qu'on a de temps en temps où il y a marqué GPRS sur votre téléphone? C'est pas bon là. Et alors là, vous faites moins le malin. Là, pour scroller TikTok, là, c'est même pas la peine. Quand tu es en Edge. Non, tout ça pour vous parler en fait de cette technologie 2G qui a été magique dans les années 90-2000, qui a été en fait le début du GSM, comme on dit. Mais cette technologie 2G, eh bien, elle commence à vieillir et les opérateurs veulent l'éradiquer, un peu comme la DSL finalement, hein, qui va s'arrêter. Et Orange vient de confirmer que la 2G mobile va bien disparaître dès 2026. Mais je croyais que c'était fait, moi, ce truc-là. Bah non. C'est que c'était déjà acté. Non, monsieur, non. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a encore voilà, c'est ça le problème. Des systèmes qui utilisent la 2G. Exactement. Et notamment les systèmes d'alarme dans les voitures. Mais alors dans les ascenseurs, monsieur, par exemple. Dans ton bel immeuble bourré de dorures, comme ça, quand tu rentres dans ton
l'ascenseur de dorure. avec le valet, tu sais, qui attend pour ouvrir la porte de Ça fait l'ascenseur. longtemps que t'es pas venu, je Avec crois. le petit chapeau et le petit Il est pompon. en tu 5G sais. déjà, son ascenseur. Voilà, c'est ça. Et si tu tombes en panne dans ton ascenseur, il de la faut savoir 2G. que c'est de la 2G. Pas tout le temps. C'est pour ça que personne ne vient d'ailleurs quand tu tombes en panne. C'est ça. Mais donc, en fait, c'est bien beau de vouloir arrêter une techno, mais on sait qu'il va avoir de gros problèmes. Parce qu'on parle de ça, mais il y a aussi d'autres soucis. Il y a des voitures qui sont équipées de 2G, par exemple. Des systèmes de secours. Des systèmes de secours. Dans les hôpitaux, tu vas avoir quelques systèmes. Voilà, il y a même, je crois, même certaines personnes âgées qui ont, vous savez, des bracelets, des trucs comme ça, qui sont encore en 2G. Tu peux les upgrader, non Oui, mais encore faut-il le faire, tu vois. Encore faut-il préparer tout ça. Et visiblement, ça s'arrête en 2026, la 2G. Nico ? Oui, je suis. Bah oui. N'oublions pas. J'imagine que dans l'ascenseur de Jérôme, il doit faire cage de Faraday. C'est parce que sinon on a toujours un téléphone portable. C'est l'or et les diamants qui font ça dans son ascenseur. Et donc c'est parce que sinon on a le téléphone sur nous. Mais après, je comprends bien que sur certains devices, ça peut être un vrai problème, un vrai danger. Après, je pense qu'il faut absolument aller de l'avant. N'oublions pas que la Corée est en train de commencer à penser de commencer même à construire la 6G pour 2028. Donc il faut évoluer. Mais par contre, oui, je pense que ça va être assez pénible de renouveler le parc. En même temps, est-ce que ces devices dont on parle, ils fonctionnent encore très bien? Parce que tu vois, tu parles de devices. J'entends même pour les personnes âgées et tout ça, ça doit être des trucs qui ont des devices qui ont quand même peut-être une dizaine d'années. Ouais, mais tu sais, faudrait faire un bilan. La 2G marche bien pourquoi? Pour passer un appel ou pour envoyer une fonction oui/non, tu vois. Enfin, de très très petites données, mais très courtes en fait. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la 2G c'est très robuste comme signal. Il y a plein d'endroits où avant de ne pas avoir de signal, vous avez toujours un peu de 2G, où vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez malgré tout parfois passer un coup de fil. Ça serait par Starlink. Tu passeras par Starlink, bien sûr. Fred a toujours la réponse. Je le déteste. Il a toujours la solution à tout. Je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Bon, enfin voilà, la 2G. Ouais, non, mais il y a un boulot d'inventaire et de mise à jour d'un paquet de systèmes. Exactement. Et c'est vrai que pour Orange, il y a deux fronts à mener. L'arrêt de la DSL plus la 2G. Et ils sont obligés. Et puis d'ailleurs, c'est pas les seuls. Hein. SFR, Bouygues, tout ça, arrête aussi la 2G. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait, les fréquences libérées par la 2G serviront pour la 4G et la 5G. Donc ça améliorera la couverture des futurs réseaux mobiles. Et bien voilà, c'est terminé. Tout se recycle. Tout se recycle. Même les fréquences. Même les fréquences. Merci beaucoup. Peut-être qu'on vous a donné envie d'écouter de cet album de Velvet Sundown, pardon. Voilà. Mais bon, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je vais l'écouter. En plus, il y a 3 albums. 3 albums en plus. Et en vrai, essayez aussi d'en faire un. Hein. Sur un album tous les jours. Suno, gratuitement, vous pouvez faire 40 morceaux par jour. Ouais, c'est ça. Donc ça se tente. Hein. Mais c'est là où on peut se dire que c'est peut-être l'IA, quoi. Si vous avez un artiste qui sort un album tous les jours, un nouvel album tous les jours, c'est que franchement, il y a peut-être de l'intelligence artificielle derrière. C'est louche. Il y a un loup. Et ouais, il y a quelque chose. N'est pas Jean-Jacques Goldman qui peut et qui veut. Merci Jérôme. Jérôme Colombin, Monde Numérique. Merci. On peut y aller ? On peut aller en vacances ? Tu veux partir en vacances ou pas ? Ça y est, tu peux partir. Bon. Merci d'être venu avant de partir en vacances, Jérôme. Avec plaisir. Merci Fred. À demain. Fred camping-car en 2G. Voilà, exactement. Avec Kuiper dessus. Fred Simotel, merci. Et merci à toi, Nicolas. Et on te retrouve bien évidemment avec ton podcast Comptoiria, Nicolas Guyon. Merci pour cette saison exceptionnelle à vos côtés. Oh, c'est gentil. Ah, j'ai vu qu'il a son petit badge Osélia. Il est bien. Il est ambassadeur. Mais oui, vous avez remarqué comme il est beaucoup mieux élevé que vous. Il a dit merci pour cette saison et tout. Ah, oui, voilà, on est encore rien du tout, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, c'était bien. On est encore ira loin. Ambassadeur Osélia. Hein. Ambassadeur Osélia, un programme, un plan national très ambitieux dont on a bien besoin. Bravo Clara Chapaz d'avoir porté ce plan Osélia pour la formation. Était avec nous la semaine dernière pour nous en parler. Magnifique. Voilà, le replay est à retrouver bien évidemment sur BFM Business. Fred, t'avais adoré cette interview, je crois. Et sur YouTube. Et on revient dans un instant. La suite de Tech & Co, la quotidienne, avec au sommaire In Group
c'est l'imprimerie nationale. C'est une boîte qui existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, et qui fabrique vos papiers d'identité. Eh bien, elle se digitalise, cette boîte-là. On va en parler dans un instant avec sa nouvelle patronne. Et puis, on évoquera avec la Tribune, vous savez, nos cousins de la Tribune, eh bien, le cauchemar que vivent en ce moment les opérateurs télécoms avec TikTok, parce que ça prend énormément de bandes passantes. Et Amélie viendra nous en parler dans un instant, juste après le Tech Flash de Léa Benaïm, qui arrive après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 21h07 en ce lundi soir. Merci d'avoir choisi BFM Business et merci d'être avec nous pour Tech & Co, la quotidienne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver. Et pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux? Parce que vous adorez le Tech Flash. Eh bien, vous savez quoi? La star du Tech Flash est avec nous. Qui est censée être à 21h, hein, je précise, François, quand même. On est un peu en retard, c'est ça? Mais c'est pas grave, c'est bientôt les vacances. Tout le monde, quand même. Et la star du Tech Flash, c'est Léa Benaïm qui le présente, bien évidemment. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, TikTok pourrait bien échapper à l'interdiction aux États-Unis. Le réseau social pourrait lancer une version réservée au marché américain, et ce dès le mois de septembre. Elle devrait permettre de transférer les données des utilisateurs sur des serveurs locaux et non plus chinois. Un moyen de contourner la loi qui impose à Biden de vendre TikTok ou de quitter le territoire. Et puis rien n'arrête Nvidia, le géant des puces, s'apprête à franchir la barre symbolique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Une première pour une entreprise cotée en bourse, et ce 2 ans seulement après avoir dépassé les 1 000 milliards. Jusqu'ici, le record était détenu par Apple qui avait atteint 3 915 milliards de valorisation. C'était en décembre dernier. Alors Léa, tout va bien pour Nvidia, mais en revanche, Tesla a passé, lui, une très mauvaise journée en bourse. Et oui, moins 7% à la mi-séance, en cause l'aventure politique d'Elon Musk qui inquiète les investisseurs. Le patron de Tesla avait promis de se recentrer sur ses entreprises, mais ses engagements n'ont vraiment pas duré longtemps. Un mélange des genres qui pèse lourd sur la valorisation du groupe. Le constructeur a perdu plus de 20% depuis le début de l'année. Également dans l'actualité, Kuiper, le service d'internet par satellite d'Amazon, va arriver dans plusieurs pays européens, dont la France, d'ici la fin de l'année, avec de grandes ambitions concurrencer Starlink et le français Eutelsat. Kuiper compte pour le moment qu'une 50aine de satellites en orbite, mais prévoit d'en avoir plus de 3000 d'ici 2029. Et enfin, Joby Aviation a livré son premier taxi volant aux Émirats Arabes Unis, le premier d'une longue série. L'entreprise prévoit de déployer son service commercial dans le pays d'ici l'année prochaine, à commencer par Dubaï. Ces appareils peuvent transporter un pilote et 4 passagers jusqu'à 320 km/h. Et pour finir, François, est-ce qu'on a le temps pour un petit extrait de quoi je me mail? Mais toujours. Franchement, c'est mon émission préférée, donc allons-y. Alors allons-y, on a justement parlé de Nothing qui sort un nouveau smartphone et un casque. Une émission à retrouver en replay et en podcast. Et on écoute tout de suite un petit extrait. Il y a toujours ce côté, on veut montrer ce qu'il y a dedans. Transparent. Ouais. Transparence. La transparence, c'est vraiment leur truc. Et on pourrait se dire, ils misent tout sur le design et puis le reste, voilà, hop, on s'en moque, rien à voir. Voilà, ça c'est le dernier, c'est leur, alors, ce qu'ils appellent eux leur flagship, parce que vraiment pour une fois, ils sont allés sur le dernier processeur Snapdragon 8S Gen 4, on est sur un truc hyper puissant qui va équiper là les prochains smartphones haut de gamme à venir. Ah, tu veux la douloureuse direct? Ah bah direct, comme ça... Tu es en train de me casser tout mon truc. Ah, désolé. Ah bah non, alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. Non mais vas-y, non mais fais monter la mayonnaise, crescendo. Bon, on a compris que ce serait très cher en tout cas. Oh non, en général c'est un bon rapport qualité-prix, on verra. Voilà, c'était des smartphones qui étaient à 300, 400 euros au début. Ils n'avaient qu'un seul modèle. Aujourd'hui, on a 3 gammes différentes. Il y a les gammes A, les gammes CMF et les gammes numérotées. Ça commence à être trop. Ils sont en train de tomber dans les mêmes travers qu'il y a eu chez OnePlus. Je passe le message au passage. Allez, retrouvez de quoi je me mêle sur les plateformes de notre groupe, bien sûr sur l'appli BFM Business, sur l'appli RMC BFM Play et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. 21h11, on va parler maintenant, eh bien, forcément, d'un document que vous avez à proximité, voire même dans votre poche, avec mon invité.
Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille Agnès Diallo ce soir dans Tech Co. Bonsoir Agnès. Bonsoir François. Vous êtes le PDG d'IN Group qui en fait veut dire l'imprimerie nationale. Ça fait un an que vous êtes à la tête de cette société, je crois bien, hein, quasiment jour pour jour. Vous êtes arrivé début juillet. Absolument. Et vous allez nous présenter ce qu'est IN Group qui évidemment se transforme numériquement avec des acquisitions. Qu'est-ce que vous faites? Je parlais tout à l'heure de ces papiers d'identité, de ces documents sécurisés. C'est votre job. Absolument, vous avez raison. Vous avez mentionné l'imprimerie nationale et on est effectivement une société historique française, mais on est bien plus que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est leader mondial du secteur de l'identité sécurisée et des services de confiance. Et donc, on est dans le portefeuille de tous les Français, à travers votre carte nationale d'identité, à travers votre passeport, mais au-delà, à travers votre carte vitale, à travers votre carte famille nombreuse, si vous en avez une. Et c'est nous qui déployons ces services. Alors évidemment, c'est le titre physique que vous connaissez, mais aujourd'hui, derrière le titre physique, il y a tout un tas d'infrastructures et de technologies qui vont de l'ingénierie à la capacité de déployer à grande échelle ces titres sécurisés. Un chiffre d'affaires consolidé de plus d'1 milliard d'euros, 4000 collaborateurs dans plus de 130 pays. Vous avez l'ambition de créer 40 millions d'identités numériques dans le monde d'ici à 2026 et 20 millions de passeports produits en 2024. Votre technologie s'exporte en fait. Vous vendez votre savoir-faire à d'autres pays ? Tout à fait. 130 pays dans le monde, vous l'avez mentionné. On fournit l'identité sécurisée pour la France, mais au-delà de la France, plus de 45 pays dans le monde. Et avec la nouvelle envergure que prend la société, puisque nous avons finalisé avec succès l'acquisition d'Idemia Smart Identity la semaine dernière, avec cette nouvelle envergure, le groupe est maintenant absolument bien positionné pour être un champion mondial sur ces marchés. Et avec cette position, pouvoir tenir la position de leader. Parce que c'est vrai que les papiers d'identité, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. On voit qu'il y a de plus en plus de technologies. Alors évidemment, il y a des outils contre la fraude, qui est vraiment un sujet très important, j'imagine, pour vous. Enfin, c'est l'une des préoccupations majeures. Enfin, en tout cas, les États vous demandent d'avoir des documents de plus en plus sécurisés. J'imagine. La lutte contre la fraude et l'intégrité de la donnée, c'est une des éléments essentiels, évidemment. Aujourd'hui, dans le monde, on estime qu'il y a à peu près 100 millions de personnes qui sont victimes de la fraude. Ça coûte à l'économie mondiale quelque part entre 50 et 100 milliards de dollars. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Et notre métier, c'est évidemment de préserver cette identité dans un monde où l'IA fait que c'est de plus en plus facile d'utiliser votre visage avec ma voix, par exemple, même si le cocktail serait un petit peu détonnant. Ça c'est clair. Et l'inverse encore plus, je pense. Mais cette illustration, en fait, c'est à quel point il est facile aujourd'hui, finalement, de frauder l'identité de tout un chacun. Et notre métier, c'est de la préserver, et de faire en sorte que vous puissiez voyager de manière sécurisée, que vous puissiez faire des transactions dans le monde physique, mais encore plus dans le monde digital de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le gouvernement pousse l'appli France Identité, où on peut mettre de plus en plus de documents justement sécurisés, comme la carte d'identité, je crois qu'il y a la carte vitale, il y a le permis de conduire qui arrive, et on voit que petit à petit, ça va être un peu notre coffre-fort numérique. Vous êtes de la partie, vous êtes là-dedans, vous aussi ? Tout à fait. La capacité que vous avez aujourd'hui d'avoir votre carte d'identité physique qui soit répercuter dans votre portefeuille électronique, c'est nous qui œuvrons avec d'autres, bien sûr, sur le marché, mais pour que ça puisse advenir. Et au-delà, en fait, la tendance que vous décrivez est une tendance forte. Il y a en Europe aujourd'hui un certain nombre de règlements qui sont pris, qui ont vocation à pouvoir installer dans nos smartphones ce qu'on appelle un portefeuille numérique dans lequel vont venir se loger graduellement un tas de titres, mais aussi de services associés. La possibilité que vous avez de signer, la possibilité que vous aurez demain d'archiver vos documents et surtout d'utiliser votre permis de conduire français, par exemple, en Pologne, pour de manière tout à fait dématérialisée, pouvoir louer un véhicule, par exemple, si vous êtes en vacances. Il y a une espèce d'harmonie européenne sur ces problèmes de papier d'identité aujourd'hui. Avec un permis français, je peux conduire n'importe où en Europe ?
Je ne sais même pas ça. Je ne sais même pas si vous avez la réponse d'ailleurs. Disons qu'il y a une aspiration à l'harmonisation. Ouais, et on n'y est pas encore, visiblement. Et cette aspiration, elle se construit à travers notamment le règlement EIDAS V2. Et elle passe par un certain nombre de mises en œuvre de cas d'usage auxquels IN Group, nous participons activement à travers un certain nombre de consortiums, justement pour pouvoir mettre en œuvre ces cas d'usage, ces usages pour chacun des citoyens en Europe et faire en sorte que ça veuille dire quelque chose pour eux au quotidien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans tous ces documents aujourd'hui numériques, il y a de la tech. Il y a des puces cachées, enfin cachées, même pas cachées en fait. Dans un passeport, il y a du NFC. Dans une carte d'identité, il y en a aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des bijoux de technologie en fait, ces documents. C'est tout à fait ça. Et IN Group, on est à la fois une entreprise industrielle, mais on est aussi un leader de la tech. Oui. Et derrière nos métiers, il y a des grands sujets que vous abordez. On a mentionné tout à l'heure la fraude à l'identité qui est tout à fait facilitée par l'IA, mais pas que. Il y a la biométrie qui nous occupe, qui est au cœur de nos métiers, mais il y a aussi les sujets de cryptographie qui nous permettent de garder les secrets que vous nous confiez dans la puce de la carte d'identité et de faire en sorte qu'elle est préservée. La biométrie, ennemi ou ami de ce que vous faites? Parce que c'est vrai que on voit par exemple aux États-Unis, je le dis souvent, la dernière fois j'ai pris l'avion, j'ai même pas sorti de carte d'identité, de billets, tout s'est fait simplement en scannant mon visage, paf, je suis monté dans l'avion. Pour vous, c'est positif ou est-ce que finalement, ça va être du business en moins si demain tout le monde passe comme ça sur des checkpoints avec la biométrie? La biométrie, amie, elle est au cœur de nos métiers. C'est vraiment grâce à la biométrie qu'on arrive à travers la reconnaissance faciale, notamment, garantir que vous êtes qui vous êtes. Et à mesure qu'on voit ces tendances vers la digitalisation, nos métiers basculent aussi. Et l'IN Group bascule aussi avec nos clients vers cette tendance forte à la digitalisation et puis aux nouveaux usages et aux nouvelles manières d'utiliser l'identité. Et c'est vraiment pratique, tout ce qui touche à la biométrie. Donc, vous venez d'intégrer IDEMIA, c'est ça? IDEMIA Smart Identity. Ça vous permet de grossir et de passer à la vitesse supérieure? C'est une transformation majeure pour IN Group. On double de taille, on passe à 4000 collaborateurs, on passe la barre du milliard du chiffre d'affaires, ce qui nous positionne en tête de ce marché à l'échelle mondiale. Ce qui permet à la France d'avoir un champion mondial dans ce secteur qui, vous l'avez compris, est tout à fait singulier et tout à fait important pour nos enjeux de souveraineté, nos enjeux de présence dans le monde, de protection de la donnée, et qui, à travers ce champion aux racines françaises, nous permet aussi de faire rayonner un modèle européen très particulier, qui est très soucieux de la donnée privée et de la manière dont elle est servie. Voilà, et on parle souvent de souveraineté, voilà un bel exemple. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Merci Agnès François. Diallo, PDG donc d'IN Group. Et tout de suite direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et on va devoir dire adieu à la 2G. On en parlait il y a quelques minutes encore, Salomé. Orange a donc réaffirmé son intention de stopper son réseau 2G en France dès 2026. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Et oui, après la DSL qui commence justement à être arrêtée dans certains départements, et Orange effectivement s'apprête à mettre fin à son réseau 2G. Alors, ce n'est pas une surprise, ça avait déjà été annoncé en 2022, tout simplement parce que le réseau 2G commence à se faire un petit peu vieux. Il a quand même été lancé dans les années 90. Donc forcément, quand on essaye d'aller sur Internet avec de la 2G, c'est un petit peu lent. Scroller sur TikTok, c'est pas facile. C'est ça va être un petit peu, ça va mettre du temps. Alors, autre raison, c'est aussi la consommation énergétique, parce que pour rappel, il y a quand même entre 20 et 30% de la consommation énergétique des antennes qui sont dues à la 2G et à la 3G. Enfin, dernière raison, c'est que la 4G et la 5G sont beaucoup plus sécurisées, notamment parce que ces deux réseaux intègrent des technologies de chiffrement et d'authentification. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les quelques personnes qui ont encore ou un smartphone 2G ou même qui ont un objet connecté 2G? Parce que je crois qu'il y a encore pas mal d'objets qui fonctionnent avec la 2G. Ils ne sont pas nombreux, mais on a quand même quelques irréductibles qui gardent quand même leurs terminaux 2G. Alors, on parle de 2 à 3% des abonnés, donc c'est minime. Donc, pour eux, ça ne devrait pas quand même changer grand-chose. Déjà parce que c'est progressif, parce que si Orange a annoncé l'arrêt progressif, il y a aussi tous les autres opérateurs qui vont suivre au fil des années.
aussi parce que la plupart des terminaux 2G en fait sont aussi compatibles 3G, donc même pas besoin de changer de smartphone. Le seul problème, c'est qu'on a quand même des professionnels qui en utilisent, notamment les exploitants d'ascenseurs qui sont nombreux à utiliser des cartes SIM 2G, notamment pour les appels de détresse. Donc, dans ces cas-là, pour tous les gens qui ont gardé les fameux smartphones 2G ou 3G, Orange a mis en place un accompagnement qui consiste à renvoyer les clients vers des appareils compatibles 3G, à les aider à changer de smartphone ou à tout simplement à les aider à retrouver leurs contacts. Mais attention, parce que pour tous les clients qui ont encore des smartphones seulement compatibles 3G, c'est seulement un petit répit parce que la fin du réseau 3G elle a déjà été annoncée, c'est pour 2028. Ouais. En fait, tout va s'enchaîner très vite. C'est ça, en fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle génération, on abandonne l'ancienne. Merci beaucoup, Salomé Ferrari. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Tech & Co, bien évidemment, pour en savoir plus. Merci, Salomé. On va rester dans les télécoms avec, cette fois-ci, eh bien, un autre sujet passionnant, TikTok, qui vampirise les opérateurs télécoms. On vous explique ça tout de suite avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, décryptage. Voilà, Amélie Charnet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Amélie, tu es journaliste à La Tribune, fraîchement arrivée d'ailleurs dans ce journal, qui est le cousin d'ailleurs de RMC BFM, puisque ça appartient au groupe CMA-CGM, donc bienvenue. Tu es dans nos locaux depuis peu et on va te retrouver de temps en temps avec d'autres collègues de La Tribune pour parler de tech, bien évidemment, parce que le volet tech dans le quotidien La Tribune est très important. Avec par exemple cet article concernant TikTok qui devient la nouvelle bête noire des opérateurs télécom, Amélie. Oui, alors si on regarde le volume du trafic Internet qui est mélangé fixe et mobile, c'est plutôt Netflix qui reste en tête avec à peu près 12%. Tu parles de la bande passante là, en fait. Voilà, hein. Et donc en fait ça, faut pas le confondre avec l'usage parce que c'est vraiment ce qu'on mesure vraiment à l'entrée des 4 gros FAI, donc Orange, SFR, Bouygues, Free. Sur tout ce trafic, il y a aussi parfois du trafic entre opérateurs. Mais voilà, donc les gros consommateurs fixes et mobiles, on a plutôt tendance à voir Netflix, mais qui est plutôt en diminution. Donc on le voit hein, si vous êtes avec nous sur la télé, cette infographie, un premier Netflix, numéro 2 c'est Akamai, qui en fait sert de redondance hein, beaucoup pour tous ces contenus. C'est un CDN, en fait, ils diffusent des contenus pour le compte des plateformes. Après il y a Amazon, Google et Meta qui arrivent en 5e position. Voilà, donc ça masque un peu le trafic mobile qui est moindre, mais en fait ce que disent les opérateurs, c'est que le plus gros pourvoyeur de trafic mobile, c'est TikTok. Et en fait, il y a eu un événement qui a un peu mis ça en lumière, c'est les Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. On a vu que dans certains endroits à Paris, en fait, tout d'un coup, le réseau mobile avait été saturé parce qu'il y avait du live streaming. En fait, les gens, notamment pendant la cérémonie d'ouverture, ont tous voulu diffuser des vidéos en direct. Et ça, généralement, les opérateurs ont plutôt l'habitude du contraire, c'est-à-dire d'avoir oui, de la vidéo qu'on reçoit voilà. Et pas qu'on émet de la vidéo. Voilà, et en général, c'est dans ce sens-là, il y a une asymétrie plutôt dans ce sens-là. Et là, on voit que la différence entre trafic entrant et trafic sortant diminue. Et c'est dû à ce type de plateforme, en fait, qui incite les gens à poster des vidéos. Oui, mais en fait, on parle de TikTok, mais Insta, c'est pareil, non ? Finalement. Oui, alors, mais moindre quand même. Moindre quand même, parce qu'elle est c'est moins populaire, en fait, c'est ça ? Et puis, alors non, mais bon, il y a quand même 25 millions d'utilisateurs de TikTok mensuellement actifs en France, ce qui est le plus gros score en Europe. Ouais. Et surtout, ils consomment énormément de vidéos aussi. Et TikTok n'optimise pas du tout, en fait, son flux vidéo. Donc, contrairement à Netflix, il n'y a pas d'algorithme de compression des vidéos. Et il y a une expérience que je vous invite à faire, c'est d'aller sur TikTok, de se mettre tout de suite après en mode avion, de revenir sur l'application et vous verrez, il y a 15 vidéos qui sont prétéléchargées. Ok. Enfin, ça évolue le chiffre. C'est-à-dire que pour être sûr qu'on soit complètement hypnotisé par TikTok, l'appli, dès qu'on la lance, télécharge un maximum de vidéos parce qu'au cas où on n'a plus de réseau ou quoi que ce soit, on continue d'être absorbé par ce contenu, c'est ça ? Exactement. Et donc ça va vraiment à l'encontre de ce que veulent faire l'autorité de régulation des télécoms et aussi l'ARCOM. L'année dernière, ils ont publié un référentiel de bonnes pratiques pour les plateformes. Alors,
ils voudraient qu'on arrête le défilement, le scroll infini. Bon, ça, bon courage, parce que, bon, pour arriver à faire reculer ça, qu'on arrête l'autoplay, bon, ça aussi, bon courage. En revanche, sur la compression des vidéos, là, il y a vraiment un effort à faire. Et le problème de TikTok, c'est qu'ils peuvent moins se permettre, comme Netflix, d'avoir un début de diffusion de vidéos qui soit moyen, parce que, bon, Netflix, on le lance pour 1 heure. TikTok, il faut accrocher dans la seconde. Et donc, il faut une qualité parfaite. Voilà. Et la qualité est très bonne, en plus, sur TikTok. Voilà. On a des vidéos de très bonne qualité. Un peu bloqués par cette espèce d'appel pour que les gens restent tout de suite. Et en plus, il y en a plein à mettre. Donc, alors que Netflix, c'est du temps long, on le regarde plutôt sur sa télévision. C'est pas du tout la même problématique. Donc, en fait, en gros, je suis, je sais pas moi, dans la rue, je regarde, je commence, je lance mon appli TikTok. Là, je vais faire appel au réseau de mon opérateur qui va être obligé de downloader plein de vidéos d'un coup. Moi, je m'en rends pas compte. Finalement, mais le réseau, lui, s'il y a plusieurs milliers de personnes qui font ça en même temps, ça peut être un problème. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu leur problème aux opérateurs télécoms, non, finalement? Alors, oui et non. Alors, déjà, bon, ils disent, nous, c'est des investissements en plus. On est obligé de mettre... Ils nous sortent la même musique tout le temps. Rappelle-toi, il y a quelques années, c'était pareil avec Netflix, avec YouTube aussi, on a connu tout ça. Alors, j'ajouterais quand même à ceci près qu'il y a un impact environnemental. Déjà parce que ça utilise nos batteries davantage. Ça veut dire qu'on va renouveler nos terminaux plus vite aussi. Et puis, on s'est aperçu que toutes ces pratiques-là, elles avaient un impact aussi psychologique sur l'addiction des gens. Donc, en fait, maintenant, c'est vrai qu'on parle vraiment d'un problème à 3 dimensions. Donc, à la fois environnemental, de trafic et de sentimental. Philosophique, quoi, voilà. Enfin, et donc, sociétal. Ça, les régulateurs sont vraiment très engagés pour essayer de faire reculer ces pratiques. Et c'est vrai que tout le monde cite Netflix quand même comme bon élève des plateformes de streaming, même si c'est peut-être plus facile pour lui, et puis il a une très grande expérience maintenant, ça fait des années qu'il est installé. Mais alors la solution, ça serait quoi? Parce que j'imagine que TikTok a été sollicité, non? Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Alors bon, moi je les ai sollicités, bon c'est vrai que mon mail c'était un peu, alors est-ce que vous confirmez que vous faites ça pas bien, ça pas bien, ça pas bien? Ouais, ils n'ont pas trop aimé, c'est ça? Du coup j'ai pas eu de réponse, ils m'ont dit qu'ils commenteraient pas. Bizarre quand même. Et puis, ils sont quand même beaucoup sur la brèche en ce moment. En ce moment, il y a une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur justement le phénomène d'addiction des mineurs et les impacts négatifs psychologiques de TikTok. Donc, et puis, bon, on en a parlé dans l'émission juste avant. Aux États-Unis, la situation est très compliquée aussi. On va voir je pense qu'ils auraient intérêt à coopérer, mais ils ne le font pas pour l'instant. Voilà, un article très intéressant sur les dessous en fait de la bataille qu'il y a entre les géants, alors ou américains ou chinois en l'occurrence TikTok, et les opérateurs télécoms. Merci beaucoup Amélie Charnet, à retrouver donc dans la tribune, l'appli bien sûr, puis le print bien évidemment. Tech & Co, la quotidienne est terminée en ce lundi. Il nous tarde de vous retrouver demain, bien sûr. Demain, mardi, dès 20h, en direct à la radio, à la télé. Tech & Co, vous le savez, on est là tous les soirs du lundi au jeudi. À demain avec plaisir et bonne soirée d'ici là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.